Guyane, actualité. Allez, bonjour et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes dans la maison de Monsieur Auguste Orplénette. On est venu justement pour parler avec lui. On est avec Dominique et Monsieur Antoine Karam notamment. Donc on va être en direct donc radio Facebook Live dans quelques instants. On va donc démarrer cette interview ici même dans quelques instants. On attend bien sûr que Dom se prépare et que la mise en place se fasse. Salut Gilles, écoute, merci d'être là pour la transition. Tire un peu les oreilles, mais non, Monsieur Plénette, ça fait trop long, il faut l'appeler Auguste. Alors tu sais que Gilles, nous bien levé, on a une certaine éducation. Donc, exact. Voilà, avec une manche de valeur. Qui est Monsieur Plénette? En gros, Antoine Karam est là justement pour le présenter, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui gagne à être connu par le plus grand nom en Guyane, parce que son nom fait partie de l'histoire de la Guyane, mais non seulement de l'histoire de la Guyane, mais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Antoine. Bonjour Dominique, bonjour Gilles, bonjour aux auditrices. Voilà, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous êtes arrivé à délocaliser l'émission, parce que M. Plénette, ça aurait été un peu plus compliqué qu'il vienne franchir vos escaliers qui sont robustes. Vous savez, il faut un ascenseur chez vous. Voilà, alors Antoine, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est Auguste Plénette? Alors d'abord, le principe de l'émission est de mettre en valeur, d'honorer des personnalités guyanaises. Tout à fait. Qui sont parties, qui ne sont plus de ce monde et de leur vivant. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à nos côtés un grand monsieur, une grande personnalité. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion, il s'appelle Auguste Plénette. Et lorsque je lui ai proposé l'émission, sans aucune hésitation, il a accepté le principe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes là. Nous allons, comme d'habitude, parler de son parcours familial, son parcours en tant que pilote de l'Empire à l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il va vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants avec force et détail, ce qu'il a déjà fait pour moi. Et puis il a sa carrière professionnelle, la fin de sa carrière et à la retraite aujourd'hui, dont il est, parce que M. Auguste Plénette est un Cayennais, né le 19 septembre 1924. Donc le 19 septembre, si bon Dieu l'est, et bon Dieu qu'elle est, il aura 98 ans. C'est un de nos doyens. Un bel âge. Un bel âge. Alors, son père s'appelait Isidore Plénette, qui était contrôleur de poids. Peut-être qu'en gamin, tu te souviens de ces contrôleurs qui allaient chez les Chinois pour vérifier la qualité, la qualification des poids, puisqu'à l'époque, il y avait des balances. Donc, on faisait le riz, les haricots, les lentilles et tous les produits et tout. Donc, il était contrôleur et sa mère, Inès, Lucie, Suzanne, Zobel, était femme au foyer puisqu'ils ont dû élever 6 garçons et 3 filles. Et il en faisait partie. Et son lieu de résidence, rue des Marais d'abord, rue du Docteur Barra, en fait devenue rue du Docteur Barra, la rue nationale devenue rue Léopold Hédère, en face de l'école des filles, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, scolarité, il m'a avoué qu'il n'était pas un bon élève. Il est allé au petit collège, enseignement primaire supérieur, lycée Félix Éboué, il échoue au brevet élémentaire. Allez savoir pourquoi. Mais il m'expliquer, mais il le dira mieux que moi. Pourquoi il avait d'autres idées dans la tête et puis d'autres sujets à traiter, comme il me l'a dit. Et donc, avec aucun diplôme, il quitte l'école à 16 ans. Il va travailler à Saint-Georges de l'Oyapock et les habitants de Saint-Georges, les anciens, se souviennent d'un certain Henri Plénette qui travaillait dans l'entreprise Miroux, une entreprise commerciale. Et surtout, ce monsieur Henri Plénette a été pendant longtemps conseiller général du canton de l'Oyapock et même président du conseil général. Il retourne à Cayenne, nous sommes en 1940, il est encore très jeune puisqu'il est en 1934 à 16 ans. Et là, il continue à jobber, à travailler. Et il me raconte que le 18 juin 1940, à Saint-Larue, devant la maison de M. Anatole, qui avait une entreprise, alors on dit chez nous, entreprise de Tinette, ou Gadi Bachekaka, la famille Anatole, effectivement, oui. Anatole. Et à ce moment-là, il entend, comme les jeunes, comme beaucoup de gens, l'appel du général de Gaulle du 18 juin 40, parce qu'à cette époque, il y avait très peu de radio, c'était les personnes qui avaient un peu d'argent qui venaient à la radio sur le balcon et qui leur permettaient d'avoir cette radio. Et lorsqu'il entend cette radio, il commence à prendre conscience, nous sommes sous le régime de Vichy, de Gaulle est condamné à mort, et à partir de ce moment, il entend cet appel
Et ça le mobilise avec ces jeunes, discutent sur la place des Palmistes dans les quartiers, entre jeunes, ils ont entre 16 et 20 ans à ce moment-là. Et on va très vite arriver aux années 1943, lorsqu'il y a la dissidence. La dissidence est initiée sous l'autorité d'un certain Albert Darnall, en fait, qui était président du Conseil général, et avec les jeunes Caucasson, Sorbe, enfin on appelait Sorbe, Rachel, Vermont-Polycarpe, Sébré, Angéline Belzuet, et bien d'autres encore. Ils entendent l'appel de ces personnes, et d'ailleurs Rodolphe Alexandre, l'historien Rodolphe Alexandre, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Le régime de Vichy, en parle de la dissidence entre le 15, 12, 15, 13, 14, 15 mars et 19 mars. Et à ce moment-là, ce sont les jeunes qui se mobilisent entre eux, puisque la dissidence part, si je m'en souviens, enfin de ce que j'ai lu, devant le consulat général des États-Unis, qui a un superbe restaurant anglais rue Lalette et Rouget de Lille, descend vers la préfecture, et la Guyane bascule dans la dissidence. Et ces jeunes qui ont 19 ans, 20 ans à ce moment-là, avancent et décident de prendre leur part dans le combat. Ils sont très motivés, ils n'ont qu'une seule envie, se faire incorporer. Alors se faire incorporer, comment il y avait soit la marine, soit l'armée de terre, il n'y a pas d'aviation ouvrière. Il faut l'autorisation des parents, certains falsifient même des documents pour devancer l'armée et tout, parce qu'on rentrait à l'armée à 21 ans. Nous sommes en 1943. C'est l'âge de la majorité, oui. L'âge de la majorité. Ils sont regroupés à la caserne Loubert. L'étape suivante, c'est Fort-de-France. Ils intègrent le bataillon antillais, Martinique-Guadeloupe, en tant qu'unité des Guyanais. Ils sont installés au lycée Chelcher, ils font leur place. Et sous la houlette de M. Laurent, qui est inspecteur d'académie, et du commandant du groupe métropolitain, enfin français, hexagonal plutôt, Maurice Marchenet, ils commencent à prendre force. Et c'est ainsi donc, après quelques semaines, on les embarque dans un navire Oregon à destination inconnue. Ils sont consignés, embarqués en mer. Beaucoup de bâtiments encadrent le navire. Pourquoi? Parce que les U-boats, les sous-marins allemands n'étaient jamais loin. L'Atlantique n'était jamais loin et faisaient couler. Alors, comme la destination était connue, il reste un certain temps aux Bermudes. Allez savoir pourquoi, au lieu de faire tout droit, ils remontent vers les Bermudes, par là des États-Unis. Et là, ils prennent la direction du Maroc, ils débarquent à Casablanca. Ensuite, quelques semaines plus tard, dans des conditions extrêmement difficiles, ils vont dans le désert, au milieu du désert. Il vous dira un peu ce qu'il a vécu dans le désert du Guerci. Et durant cette période, Maître Darnall, qui est élu délégué de la Guyane à l'Assemblée consultative d'Alger, les rencontre. Il y a des codes entre eux, un certain Jean Laptitine est un peu leur porte-parole. Ils retournent à Casablanca, à la base du CRAPS 209. Là, on commence les premières initiations. Alors, les étapes, formation de pilote, familiarisation des équipements, apprentissage, et puis quelques temps plus tard, baptême de l'air. Ils sont accompagnés d'abord de pilotes, un encadrement de moniteurs, mais à sa grande surprise, après seulement moins d'une vingtaine, entre 10 et 15 heures de vol, on commence à le lâcher, on leur dit décollage, atterrissage. Alors ils sont naturellement accompagnés d'un pilote. Ils sont dans un avion bimoteur, un biplace, et puis finissent, après plusieurs heures de vol, après l'apprentissage, à obtenir le brevet de pilote. Pilote de chasse ou pilote de bombardier. Je parle sous l'autorité, il va me le confirmer, d'Auguste. Il prend la section pilote de chasse. Le groupe est scindé en deux, les stages de formation se poursuivent, mais le temps passe, nous sommes en 1944. Il devient pilote de chasse officiellement en 1945. Direction dans la brigade, le régiment Normandie-Niemen, très connu, célèbre. Ils sont affectés au Bourget, il est promu officier, sergent, et il ne part pas sur le front. Il devait aller sur le front russe, pour des raisons qu'il va mieux expliquer que moi. Il n'a pas affronté donc l'aviation allemande. Au moment où on pensait qu'ils allaient aller combattre, vivre, mourir, se battre pour défendre la patrie, la France, l'armistice arrive, et finalement, il est pilote de guerre, comme M. Oyufat, Ernest Epaille, excusez-moi. Ernest Auguste-Étienne était né, mais il était vraiment pilote de guerre. Et la guerre est terminée. Il retourne en Guyane en 1946, en mars 1946, fin de la mobilisation. Il rencontre sa future épouse, une jolie dame que j'ai connue quand j'étais enfant, Yvette Prévost, c'est bien ça. Et à partir de ce moment-là, il a intégré dans l'administration à titre précaire et révocable, au service du ravitaillement, et il partage le même bureau que Loto Alédéa et M. Cascade, ancien militaire, qui des grands noms. Des grandes personnalités. En 1951, monsieur et sa épouse, sa famille décident de partir en France
tout en travaillant, il s'initie au droit, auditeur libre, capacité en droit, ce qu'il n'avait pas voulu faire lorsqu'il était scolaire. Et il se retrouve. Quand il est Le passé le rattrape. il rattrape, il s'initie au droit, il a des professeurs très connus qui venaient de l'ENA, il retourne en Guyane quelques années plus tard à Saint-Laurent-du-Maroni, et il côtoie un sous-préfet qui s'appelait Lucien Vauchel, dont le nom trône à l'entrée de l'aéroport, de l'aérodrome de Maripasoula, l'aérodrome Lucien Vauchel. Et ensuite, il repart à Paris, et il va à La Réunion, il passe le concours d'inspecteur des Grand affaires. voyageur, Ah monsieur oui, Plenel. sanitaire Grand et voyageur. social, de première classe, ce qu'on appelle la DAS, et il réussit l'exploit, vu qu'il n'était pas un bon élève, mais un bon étudiant, de réussir 41e sur plus de 200 candidats. Ah ouais. 5 ans plus tard, mutation nouvelle, en Guadeloupe, il est muté, il va à Mayotte, 3 ans, très court passage à Bobigny, ça ne va durer qu'un an parce que ça ne lui plaisait pas. Et comme Mitterrand devient président de la République, François En Mitterrand, 81. en 81, et que son premier ministre s'appelle M. Pierre Mauroy, il est donc, il refuse la mutation, enfin de rester à Bobigny, ça ne lui convenait pas, et il prend à son compte une ordonnance de congé spécial qui lui permet 18 mois avant sa retraite, avec 80% de son salaire, qui précède de pouvoir vivre autrement et de ne plus travailler. 1984, il a 60 ans, prend sa retraite très jeune. Il n'a pas attendu Jeune retraité. 65 ans, jeune retraité. Pour bien profiter. Retourne en Guyane, prend une retraite et ses occupations actuelles, père de 4 enfants que vous connaissez, dont Serge et Joël, qui sont très très connus, mon ami Serge Plenel, que je salue, qui doit être certainement à l'écoute. Alors, je ne sais pas si Auguste... On va lui mettre le résumé- micro devant. Hein. Voilà, résumé Voilà. avec fidélité ce que tu m'as raconté. Alors, juste Vous pour lisez, dire, monsieur Plenel. Vous pouvez laisser comme ça. C'est face à vous. Voilà. son livre, paru en 2001, que je conseille de lire, Pilote de l'Empire. Il raconte avec force et détail cette grande épopée avec ses camarades guyanais qui l'aura conduit jusqu'en Europe, en passant par l'Afrique et notamment, et il aurait voulu combattre. Mais l'histoire est faite ainsi, mais ça n'a pas empêché de vivre de très grandes émotions et de pouvoir témoigner comme il l'a fait souvent et comme il le fait souvent dans les écoles, pour les militaires et tout pas. À chaque fois qu'on sollicite M. Auguste Plenel, il répond comme un soldat, comme un aviateur, toujours présent. Voilà. Avec attaché sur sa chemise l'insigne de pilote de l'air. C'est bien ça, monsieur Plenel. Bonjour, monsieur Plenel. Oui, des pilotes de guerre. Alors, monsieur Plenel, comment allez-vous tout d'abord? Moi, je suis en pleine forme, d'autant que je félicite Antoine de la précision de ses propos. Il a fait un sans faute. Alors maintenant, je ne sais pas, il m'est difficile de trouver quelque chose à dire. Il a tout dit. Oui, mais j'aurais des questions pour vous, moi. Alors, non, mais sûrement, j'ai presque envie de faire une solution paresseuse, c'est-à-dire vous offrir à chacun un bouquet et vous dire au revoir. Alors, je me déplace, Antoine. On sera peut-être Je me mets là. plus à l'aise. Voilà. C'est de bien faire les choses. Voilà. Ce sont les contraintes Ouais, un petit les peu, contraintes, mais oui. tu dirais que ça te De toute façon, Mais on se donne les moyens. de toute façon, comme je n'aime pas parler pour ne rien dire, le bouquin, vous l'aurez quand même. Je vous offre chacun un bouquin avant que vous partiez. Alors, chacun a un exemplaire. J'en attends 10 autres qui vont arriver. Par conséquent, je peux me dévenir de ce que j'ai maintenant ici. Alors, monsieur Plenel, j'ai appris que vous n'étiez pas un très bon élève, mais qu'est-ce qui vous a appris de vouloir être pilote? Eh bien, c'est très fortuit, ça. Ce qui s'est passé, c'est que, je parle de moi personnellement, je suis passé, j'étais chez mes parents, j'avais 16 ans. Mes parents habitaient juste en face de l'école des filles, à la rue nationale, qui est devenue à l'heure actuelle, comme Antoine vient de le dire, avenue Léopoldien. Et qui Et la l'école maison s'appelle Anatole, Alexandrine Sanislas. c'est bien ça, hein. Oui, c'est bien ça. La maison Anatole, d'où j'ai entendu cet appel du général de Gaulle, c'était situé à 10 minutes un peu plus haut dans la même rue. J'ai entendu ça en passant, je me rendais chez moi à la maison. J'ai entendu ça, mais je me suis arrêté, mais qui c'est l'homme qui est aussi courageux, parce que faire ça sous Vichy, il fallait être courageux. Parce qu'on risquait la mort. Hein. Ah, comment Alors, j'ai dit, mais qui c'est cet homme? Je ne connaissais pas De Gaulle, j'avais entendu parler de Gaulle, mais qui ça peut être ça? Je suis resté écouter jusqu'à la fin des affaires. Et ça m'a ému, moi c'est ce que je dis tout le temps, je ne sais pas si l'expression est correcte, mais c'est quelque chose qui m'a pénétré jusqu'au
Et c'est là qu'on voit la nécessité de ce que nous avons appris, c'est-à-dire l'instruction civique depuis l'école maternelle. Je ne sais pas, je me suis laissé dire qu'à l'heure actuelle, si on n'est plus enseigné, mais je le regrette si c'est exact. Je le regrette. Parce que là, je vous dis, j'ai ressenti ça comme quelque chose qui m'a pénétré jusqu'au lycée. C'est pas une réflexion qui m'a conduit à m'engager. Je vous dis, ça a été un réflexe, c'est spontané. Le bout de chemin qui séparait la maison de monsieur Anatole de celle de mes parents, où je me relève, La décision était prise. 10 minutes, la décision était prise. D'accord. Or, je n'avais que 16 ans. Que 16 ans. Je ne pouvais pas m'engager. Mais la décision de m'engager, Ça vous a paru évident. C'est parce que De Gaulle il a bien précisé, français et valide. Je le lycée de conditions. J'étais français, je suis encore. J'étais valide. D'accord. Je suis encore. Alors, M. Plenette, il y a ce long périple qu'Antoine Karam nous a raconté. Et il y a cette période, vous arrivez dans le désert. Antoine me disait, il y a des choses particulières qui se sont passées après la Barbade notamment. Oui, mais déjà dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que du sable. Ah oui, c'est ça. Moi, je voyais ces pauvres cabris, là, ils broutaient des cailloux. Je dis, mais comment ils font pour se nourrir? Puis j'étais pas maigre. Ouais. Moi, je mange bien et je perds 5 kilos. Ouais. Les animaux, il n'y avait rien. Moi, c'était le vrai désert. Non, mais avant d'arriver au désert, il faut quand même, je tiens à vous parler un peu des péripéties que nous avons eu traversées. Avec plaisir, oui. Parce que là, on sentait nettement, moi j'aime bien appeler les choses par leur nom, on sentait nettement le racisme. On ne voulait pas, parce que l'aviation est jusqu'à maintenant considérée comme une arme d'élite. Et à l'intérieur de cette arme d'élite, il y a une spécialité d'élite qui est celle de pilote. Il fallait franchir 2 fois, vaincre en quelque sorte, nous faire admettre, accepter dans ces formations d'élite. Ça a été pas facile. Il y avait de la discrimination raciale. C'était réservé aux Blancs. Aux Blancs, oui, il faut le dire. Ça avait été barré à tous les créoles, tous les gens de couleur. Alors, nous, les Villanais, nous étions tous des gens de couleur. C'est pour ça que, un coup de chance, quand nous sommes arrivés en Martinique, on a trouvé un officier de réserve qui était inspecteur d'académie et qui, à ce titre, pouvait prétendre à une affectation spéciale. Quand il a vu notre dossier engagé pour l'aviation, dans l'armée de terre, au titre de l'aviation, il a été séduit, il a voulu lui aussi faire de l'aviation. Il s'est joint à nous. D'accord. On lui a confié le commandement de notre section. Et c'est lui qui nous a appelés section impériale. D'accord. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a accompagnés et puis il a entrepris de nous faire connaître. Alors pour nous faire connaître, il y avait 3 de nos camarades, je ne sais pas comment je les citer peut-être, qui jouaient la guitare. Ils avaient été autorisés à partir avec leur instrument. Alors il a constitué des groupes de chant. Ces 3-là nous accompagnaient. Il a obtenu qu'on donne une représentation un soir chez le colonel, à la villa du général, pardon, du général Jacobi. Jacobi, c'était lui qui était général, commandant en chef de toutes les forces armées anti-guyanaises à l'époque. Donc c'était un richesse. D'accord. Bon. Alors on a donné une représentation très réussie là. On a été applaudi et bis a été réclamé par la fille du général qui avait son fiancé là, qui était un jeune aspirant, qui peut les monter, quoi. Tu peux les monter. Bon, et bien alors, on a donné une représentation réussite complète. La fiancée de cet aspirant a applaudi, demandé bis. Mais l'aspirant est un peu jeune. Ouais, voilà. Alors, vous étiez en train de lui voler la vedette pendant quelques instants. C'est un peu ça. Alors, au lieu de dire à sa fille, en fait, de reprocher ça, non, il nous a dit non, débrouillez-vous, partez. Mais nous avions déjà envahi la salle de bain du général et on se démaquillait. On doit avouer, je dois avouer quand même qu'on avait dégueulassé vraiment la salle de bain parce que c'est une salle de bain, c'est pas comme la mienne. C'était une autre classe, la sueur nègre coulait partout, l'odeur du muscle nègre, ça avait envahi, ça sent fort, hein. En amour sexuel, c'est bon, oui. Ça sert, mais là, le général n'était pas content. Je ne veux pas vous contredire. Je dis la vérité. Oui, monsieur Plenette, oui. Et alors l'aspirant est venu, puis il nous a chassés.
En 6-4-2, on a dit des guerres-pierres, alors celui-là avait un côté de chaussure, l'autre avait son slip dans la main, alors on est foutu dehors comme ça. Alors, résultat des courses, quand nous sommes arrivés, Laurent, je m'excuse. Oui, non, c'est pas Oui, grave. j'ai perdu l'habitude de ces choses. Quand je travaillais, c'est oui. Alors, Laurent, pour réparer les dégâts, il a obtenu un rendez-vous avec le général Jacobi. Et quand ils se sont rencontrés, il a expliqué les choses. On a enterré l'âge de guerre. Et pour nous récompenser de cette réconciliation, on nous a tous nommés caporal. Voilà. Tous. Il y avait 18 caporales de 18 caporales d'un coup. Caporaux, oui. De seul coup, là. Alors, on avait été récompensés d'avoir un peu foutu à la porte. Voilà, cette partie est intéressante. Ouais. Et ensuite de ça, nous sommes partis sur l'Oregon, un bateau qui nous sommes. C'était un bateau de commerce. Qu'ils ont transformé pour la cause, oui. Ouais. Et alors, on est parti, comme Antoine l'a dit, on a fait une escale aux Bermudes. Après les Bermudes, on nous a déposé à Casablanca. Casablanca, ça voulait dire qu'il n'y avait que nous qui débarquions à Casablanca. Le reste du bataillon a continué sur l'Europe. D'accord. Nous avons bien qu'ils ont été attaqués à Gibraltar. Bon, enfin, ils ont continué sur l'Europe. Ce qui veut dire que déjà nous étions considérés comme des gens à part. Ce qui nous a laissé tout de suite l'espoir. Pourtant, vous allez combattre pour la patrie. Qu'on allait exercer de l'aviation. Mais c'était un barrage. Ils ne voulaient pas qu'on aille dans Vous n'avez pas de noir en fait. Alors nous, les parents nous avaient assez répété ça. On va pas vous verser de l'aviation. On va vous faire, comme les tirailleurs sénégalais, la chair à canon. C'était ce que les parents disaient. C'était les amis, les parents des amis, c'est ce qu'ils nous disaient. Ils nous disaient, écoutez, n'allez pas faire les cons. On ne va pas vous verser de l'aviation, c'est pour les blancs, c'est pas pour nous. Et effectivement, on nous a, à 2 reprises, depuis la Martinique, on nous a demandé d'annuler notre demande pour l'aviation. Ah, on voulait que vous annulez déjà cette demande pour l'aviation. Oui, on nous a demandé ça 2 fois, et la 3e fois par écrit. Alors, comme on s'était organisé pour se défendre, il y avait Laurent, mais il y avait également Maître Bernard à Cayenne, et nous avions à notre tête le groupe de la section supérieure, Latidine, Jean Latidine, c'était un garçon de Sinamari. Antoine m'a dit que je le connaissais bien. J'étais en classe au centre. Non, avec ses enfants. Avec Voilà. ses enfants. Oui, Baptiste particulièrement. Et voilà. après, Et alors, Latidine et Dornal avaient établi un code. Ce code a servi. Nous, on ne savait pas, on ne connaissait pas le code. D'accord. Et avec ces deux-là, Journal et. Quand on nous a demandé par écrit de retirer votre demande pour la convertir en machin, en demande d'engagement sur l'armée de terre, ils sont correspondus tous les deux. Et Darnal a dit non, bougez pas, refusez. On a refusé. Ah, le Guyanais était déjà rebelle alors? Ben, il fallait protester. C'était carrément du racisme. Hein. Oui, bien sûr, il faut appeler un chat, oui. Mais on aurait été écrasé si on n'avait pas réagi. Si on n'avait pas réagi, on était écrasé. Alors tout ça, c'était pour garder la couleur blanche à l'aviation, et surtout... L'élite est blanche, on voulait que l'élite soit blanche. L'élite soit blanche. On a retrouvé à peu près la même situation quand les ENA commençaient à fonctionner, l'École nationale d'administration. Il y a des Guyanais, j'ai eu des noms, à qui on a refusé l'entrée. On a eu des gens qui ont passé le concours, mais à l'épreuve orale, ils ont été balayés. D'accord. Oui, tout à fait. C'était la même situation, il y a une comparaison qui est évidente. Et alors donc, nous avons continué notre parcours comme ça. Laurent a obtenu également, quand nous sommes arrivés au Maroc, qu'on fasse une représentation devant le sultan du Maroc. Le sultan du Maroc. Et bien, là, le gros succès, et là, nous étions connus un peu partout déjà au Maroc. Voilà, c'est ça qu'il voulait, Laurent. Et alors, le gouvernement, à l'époque, nous a désigné un civil, pas un militaire, un civil, pas le ministère de l'Air, hein, le gouvernement, c'est-à-dire le sommet. Il nous a envoyé ce monsieur en mission. Il est arrivé, il nous a dit, écoutez, je viens en mission ici, en mission du gouvernement, uniquement pour vous. J'ai vos dossiers à Alger. Je vous connais tous personnellement. On a cru que s'il nous connaît personnellement, il a vraiment le dossier. Alors il nous a dit, écoutez, vous serez versé dans l'aviation, je m'en occupe personnellement, je vous promets que ça marchera.
ce type, quand il est reparti rendre compte de sa mission, en même temps, à peu près dans le même temps, Darnall venait d'être élu délégué de la Guyane à l'Assemblée consultative d'Alger. Parce qu'en fait, nous avions une représentation nationale. Tout à fait. Et officiel. Alors, Darnall intervenait, le code fonctionnait entre lui et la Titine, donc nous étions vachement protégés. Laurent était très actif, il ouvrait toutes les portes qu'il voulait. C'était un type qui était très instruit, très intelligent et surtout très malin. Il avait 3 qualités qu'il fallait pour briser la citadelle. Mais il nous a vachement aidés, parce que, comme nous, maintenant, il faisait partie de cette chaîne impériale. Or, c'était un métro. C'était un métro, c'était pas des nôtres. Mais enfin, bon, ça et toutes ces... Et puis alors, un jour, on nous a dit, bon, on va commencer les cours théoriques. On ne nous a pas dit qu'on nous a versé. Ouais. Mais du fait qu'on commence les cours théoriques de pilotage, ça veut dire qu'on accepte. Tout à fait. C'est une histoire sans parole. C'est un non-dit. C'est une histoire sans parole. Alors là, on a commencé les cours comme ça, puis ça a commencé à bien faire, et moi je dit avec ça, on en a marre. Tous les jours, tableau noir, moi j'aime pas le tableau noir déjà. Non, mais pour mes enfants, j'ai fait un tableau, j'ai peint en vert. J'aime pas le tableau noir, j'ai jamais aimé. C'est pour ça que quand j'ai raté mon brevet élémentaire, ça j'ai raté pour d'autres raisons. Antoine n'a pas voulu dire lycée. J'étais amoureux d'une jolie petite fille. Ah Oui, parce que je m'occupais de ma petite fiancée, puis c'est le livre, j'avais pas le temps. J'ai raté l'examen, bon. Le résultat pouvait pas être autre chose. Bon, mais alors, comme je n'étais pas à l'école, alors ça fait un petit conflit entre mon père et ma mère. Il y en a un qui voulait me poursuivre, l'autre qui sait d'accord, il ne veut pas aller. Il ne veut pas, il faut le laisser tranquille. Mon père me gâtait beaucoup, et il ne veut pas, laisse-le, bon, ça va. Et c'est comme ça, bon, je n'ai pas eu de brevet, j'ai aucun diplôme. Aucun diplôme. Alors bon, pour l'aviation, je reviens où j'en étais. Donc, cours théorique, un petit examen presque tous les 10 jours, pour vérifier le niveau, vérifier ceci, vérifier cela. Et puis un beau jour, on nous a dit, écoutez, les vols vont commencer demain. Ils ont tenu parole. Le lendemain, il y a une GMC, des camions GMC, venus nous prendre, nous amener au terrain. On nous a groupés par petite section de 5, 6 ou 4, je ne m'en rappelle plus. Et on nous a désigné à chaque groupe un moniteur de pilotage. On a reçu le baptême de l'air. La plupart d'entre nous n'avaient jamais vu un avion de poids. On n'avait jamais vu un avion de poids. On a entendu les avions brésiliens qui passaient, qui pétaradaient dans le ciel. Il y en a même qui se sont posés sur les plages, parce que c'était des vieux avions. C'est pour le Brésil. Voilà comment nous avons commencé les cours théoriques. Et le lendemain, effectivement, nous avons commencé le baptême de l'air et les premières heures de vol en double commande. D'accord. En double commande. Ça vous plaisait, monsieur? Mais là, ça nous Monsieur Plenette, on était accro. Oui. Là où je suis devenu vraiment accro, c'est en acrobatie. D'accord. L'acrobatie aérienne, ah oui. Le pilotage, bon, c'est grisant. Mais alors, l'acrobatie aérienne, les gens ne peuvent pas s'imaginer, c'est le paradis. Pour moi, c'est le paradis. Et je dis pour moi, mais j'ai la preuve que les autres pilotes nous sortent comme ça aussi. J'ai vu un pilote confirmé pleurer parce qu'il n'avait pas été reconnu apte à la visite médicale. C'est une visite qui dure 4 jours. 4 jours de visite. 4 jours. On fait tout. On a tous passé. Il y avait un qui avait été recalé parce qu'il était daltonien. Le daltonien, c'est celui qui confond les couleurs. Il ne peut pas être pilote. Il ne peut pas être pilote, oui, effectivement. Mais tous les autres, on a passé le truc. Et alors, on commençait à voler. Et en général, on lâche. Le lâcher, ça veut dire le pilote. Ça veut dire le pilote qui cesse d'être en double commande, il part seul. C'est le lâcher, ça s'appelle. Ben, ce jour-là, après mon tour de piste, le moniteur descend, il laisse tourner le moulin, il laisse tourner l'hélice. Il me dit, bon, tu restes là, toi. J'ai dit, il va aller faire pipi dans le coin. Bon, on était sur le terrain d'aviation, il n'y a pas de petite il n'y a rien. Et puis je vois, il revient avec le chef de piste. Le moteur tourne toujours. Je lui ai dit, bon, ben, il faudrait que tu fasses un petit tour tout seul. Il dit, quoi, moi? Tout seul? Pourquoi? Il m'a dit, oui, parce que ça marche, ça va, il faut que tu fasses un tour tout seul pour voir ce que ça donne. Or, dans le Morin 315, sur lequel nous avons fait la double commande, la place du pilote est à l'arrière. Les places sont en tandem. Devant, c'est le moniteur. Et derrière, place arrière, c'est l'élève pilote.
Mais c'est rassurant de voir le bonhomme devant. Oui, tout à fait. Même le jour où il n'est plus là, on te dit, tu pars seul. Là. On se sent seul au monde. La place est vide. Oui. Moi, j'avoue que j'ai. Ouais. Bon. Il fallait partir, c'est l'armée. Tu fais un tour seul, il ne faut pas dire non. Il faut s'exécuter. Oui. Et puis, surtout que j'avais décollé, mais j'ai été décontracté. J'ai plus eu peur. Et ça s'est très bien passé. Ça va à l'atterrissage, on m'a dit ta présentation et tout, ça va, c'est convenable. Mais tu as fait ton arrondi. L'arrondi, c'est quand on fait l'avion perdre de la vitesse pour qu'il se pose. Ton arrondi était un peu haut. Parce que tu aurais pu péter le train d'atterrissage. C'est vrai. Elle m'a dit donc, pour réparer ça, tu refais un autre tour. Je dis merde alors. Je viens d'être sauvé, là maintenant, je vais prendre encore le risque. Ouais. J'étais tout seul. Je suis reparti. Deuxième tour, mieux passé. Voilà, on dit ça va, t'es lâché. Alors, j'avais pas 10 heures de vol. J'avais moins de 10 heures. C'est très rare ça. Normalement, on est lâché entre 10 et 15 heures. Et 15 heures. J'avais moins de 10 heures. Et on vous a lâché déjà, oui. Moi Ouais. Mais pas les autres. Les autres, c'était les jours suivants. J'étais le seul, le premier. Ça ne veut pas dire que j'étais meilleur que les autres. Hein. C'est un coup de chance. Vous pensez, voilà. vous êtes modeste là, monsieur. Non, on peut pas dire. Moi, j'ai dit non, je parle du principe qu'il n'y a pas de bons pilotes. Tous les pilotes sont bons. À partir du moment où on est breveté, on est bon. Maintenant, il y a des vieux pilotes. C'est plus difficile d'être vieux pilote que d'être bon pilote. Ouais. Bon pilote, on est tous. Dès qu'on a le brevet, on est bon pilote. Tout le monde ce que ça gueule. Et c'est ça la difficulté, c'est de faire un vieux pilote. Que ça dure. Ça dure. J'avais dit ça le soir, il y avait une soirée à Nantes, je crois, pour ce ski. On m'avait donné le micro, j'ai dit ça. J'ai dit, parce que celui qui m'avait précédé, il a dit, Spouki, c'est un bon pilote. J'ai dit, on est tous des bons pilotes. À partir du moment où on est breveté, si on n'est pas bon pilote, on n'a pas le brevet. Quand on a le brevet, on est bon pilote. Maintenant, pour faire un jeu pilote, parce que quand on vient d'avoir le brevet, on frime. Hein. Moi, j'ai fait comme les autres. Hein. Vous avez pensé à la fiancée à ce moment-là? Non, d'autres fiancés. Ah, d'autres fiancés? Oui, mais l'uniforme attire les filles. Hein. Et pareil, Oui, pareil. non, mais je suis passé par là. Alors, mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas pour vous que la fille, c'est pour le. C'est pour l'uniforme. Oui, on croit à Noël. C'est pas pour nous. C'est vrai. Alors, les choses se sont bien passées comme ça. Et puis ensuite, avec le brevet, parce que jusqu'au brevet, nous n'étions rien que pilote. Le brevet, d'abord, il faut dire qu'on a changé d'avion. Le Morane 315, on a pour les premières heures de vol. Et après, on a touché des avions qui étaient vraiment des avions. Des avions qui avaient des hélices pas variables, des volets intrados, des freins au sol, des démarrages à l'intérieur de la cabine, alors que le Morane 315, il fallait balancer les hélices. Il y a un tirailleur marocain qui a été coupé par l'hélice. D'accord. Pour balancer les hélices et puis sortir vite. Il faut sortir vite, oui. Mais l'autre, comme à l'intérieur, on était des petits bourgeois. Un vrai avion. C'est là-dessus qu'on a passé le brevet. Et alors après le brevet, à partir du moment où vous avez le brevet, vous êtes pilote. Mais là, il faut se perfectionner, il faut choisir une spécialité. C'est soit la chasse, soit le bombardement. Moi, j'avais demandé le bombardement parce que je commençais à penser à l'après-guerre. Et devenir pilote de transport, Air France, etc. D'accord. Mais ils m'ont versé. Ah, vous avez une idée de carrière déjà, oui. Ben oui, parce que j'ai dit la guerre va finir un jour. Oui, bien sûr. C'est la guerre va finir que je vais faire. Ah oui. Ma mère dirait une nomme devant, une nomme derrière. Ma mère, elle dit ça souvent. Une nomme devant, une nomme derrière. Tu comprends, c'est bien quand même. Oui, Pedro comprend, oui. Voilà. Bon, alors donc, les choses sont passées comme ça. Ils m'ont versé dans la chasse. Alors la chasse, nous étions formés en chasseurs à Meknes, l'école de chasse, Meknes, et les bombardiers, c'est Marrakech. Voilà encore une scission, on s'est séparés encore. Alors la section devenait une peau de chagrin, je reportais comme ça. Et il y avait des candidats mécaniciens, et on les a envoyés à Gadir. À Gadir, il y a la formation de mécaniciens avion. Alors la section impériale a été séparée comme ça. On avait du chagrin, hein. D'accord. Tous des chagrins. On était partis ensemble, on avait vu la misère ensemble, on s'était fait. La section impériale a donné à la France 6 pilotes de bombardier, 5 pilotes de chasse, dont mes Zing, 5 pilotes de chasse, 4 mécaniciens avions, 2 radionavigants, tous, comment dirais-je, aptes à servir.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu du temps à essayer de nous barrer la route Ouais. et de nous défendre. Vous étiez là pour défendre la patrie et eux, ils étaient là pour vous mettre des barrières parce que vous étiez noir. Exactement, exactement. Alors, ça, nous sommes. Du coup, j'ai perdu Tout un pilote de chasse. Oui, pilote de chasse, oui. Oui, et alors, pilote de chasse, il y a 5 pilotes de chasse Voilà, avant c'est moi. ça. Il y a eu 4 mécaniciens formés à Agadir, tous opérationnels, tous. Et là, moi, je tiens à préciser une chose, parce que jusqu'à maintenant, il est possible qu'il y ait des gens qui s'imaginent encore qu'on bluffe. Eh bien non, on ne bluffe pas. Ce que je dis est rigoureusement exact. Et je dis tête haute, je suis pilote de chasse. Bon, ceux qui... Oui, oui. Oui, d'ailleurs, ça donnait ce très beau livre. Je suis pilote de chasse, il y en avait d'autres, bien entendu, nous étions 5. Les pilotes de bombardier, ils étaient 6. Et on a perdu un, malheureusement, notre ami Latidine, dans les conditions Douteuses. qui font beaucoup de peine. Latidine, il avait demandé à la démobilisation de rester en France pour reprendre ses études de droit. Il voulait être avocat. Mais il était logé à la cité universitaire, où vous connaissez un petit peu Paris. Hein. Oui, oui, oui. Mais tous ces gens, ils étaient logés, des étrangers, c'est des étudiants étrangers. Il était au 2e étage, non, au 3e étage, et au 2e étage, sous lui, il y avait un étudiant indochinois. L'étudiant indochinois, il a voulu se suicider. Il a ouvert le gaz, et le gaz est monté chez la Latidine aussi. Le lendemain, on a trouvé mort. D'accord. Voilà D'accord. comment on a C'est ce moment. Et puis alors, bon, on a continué notre parcours. Moi, j'ai été, d'abord les autres, ils ont été affectés en Allemagne, Floride sur Spitfire, et Ernest Epailly et Germain sur P-47, le Thunderbolt. Oui, mais c'est ça, ces deux-là, ils étaient à Trèves et à Baden-Baden. Moi, j'ai été affecté au Normandie-Niemen, qui était un des régiments les plus Réputé. réputés. Ils ont fait un travail considérable, ils étaient aussi. On dit même que Staline a fait cadeau d'un avion à chacun des pilotes. Il considère que c'était leur outil de travail. Il dit quand on a un outil de travail comme ça, on n'abandonne pas, on s'en va avec. D'accord. Est-ce une légende? Je n'ai pas pu le prouver. Mais je le répète après d'autres qui étaient plus qualifiés que moi pour le dire. C'est à vérifier encore. Mais voilà comment on s'est séparés. D'accord. Normandie-Niemen, alors là, je n'ai pas senti de racisme du tout. Au contraire, j'étais sergent. On m'a affecté dans une section d'officiers. On logeait à l'hôtel Terminus S à la gare de l'Est à Paris. C'était un hôtel réquisitionné pour les officiers. Alors j'étais sergent, j'étais parmi eux, sans aucune discrimination, ni raciale, ni hiérarchique, impeccable. Il y avait un beau bus, un beau car qui venait nous prendre tous les matins de nos amis de Broget, et tous les soirs pour nous ramener. Eh bien, j'ai eu un regret, mais le regret, c'est la faute de personne. Pendant tout mon séjour au Normandie-Niemen, je n'ai pas volé. D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu de vol. Sauvage, le Roger Sauvage, qui était l'adjoint de mon commandant d'escadrille, qui lui s'appelait Roland de la Poipe. J'ai appris son nom, une fois on voit la radio ici, ils ont parlé de ça. Eh bien, Sauvage, il avait de la peine de me voir tourner au prix des avions comme ça. Parce que vous aviez envie. Ah ben oui, surtout qu'on m'avait dit beaucoup d'avions. C'est le Yak, ils étaient munis du Yak, passait pour le meilleur chasseur de la guerre. Ah, j'avais envie de voir ce que c'était. Tout fonctionnait au gaz, paraît-il. Je voulais voir ça. Il était tout mignon. Impossible, toujours mauvais temps. Le plafond était à 100-150 mètres, on ne peut pas décoller. D'accord, on ne peut pas décoller dans ces conditions. Alors Sauvage, il a eu de la peine pour moi, il m'a dit, tu as envie de te faire un tout. J'ai dit oui. Alors de la Poipe n'était pas là, il dormait en ville, lui. Et puis il arrivait le matin vers 10h. Sauvage m'a dit, bon ben écoute, tu prends tel numéro, et puis tu fais un tour de piste et tu reviens. D'accord, j'étais content, j'avais baptisé le Yak. J'ai pris le Yak, effectivement, j'ai roulé tout le taxiway pour arriver à me présenter à la bande de départ, de décollage. Je demande le départ. Ben, avant qu'on me réponde, souvent il me rappelle, il m'a dit de la Poipe,
il vient d'arriver, il a 10 fois annulé le vol, il ne veut pas avoir d'avion en l'air. Ah etc. ouais, d'accord. Oh merde, j'étais... Quelle déception. Ouais, mais d'un autre côté, j'ai réfléchi à froid après. J'ai dit heureusement, je me serais cassé la gueule. Le plafond était vraiment trop bas. On ne peut pas voler sans horizon. Et Mais les vous gens qui savent parlez pas. de proverbe guyanais, Alain il a dit pas blâmer une contrariété. Voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que après, je me suis dit, mais heureusement que je me suis cassé la gueule. Et j'ai raconté ça le soir à l'adjointe de, comment ça s'appelle, Tchel, la femme. Anne Hidalgo. Oui, Hidalgo. Mais elle m'a dit, monsieur, si vous aviez fait ce vote, peut-être que vous n'auriez pas été là ce soir pour me raconter ça. Et encore moins Guyane avec nous aujourd'hui. Oui, il y a des chances. Hein. J'ai réalisé après coup, mais je partais. Je ne réalisais pas ce. J'avais envie de faire ce yak. Eh ben, je ne l'ai pas fait. Et puis j'ai dit merde. Parce que j'ai dit comme ça à la radio. Et alors bon, ben, j'ai pas volé. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis la guerre se termine. La guerre s'est terminée. Oui, La guerre se termine et puis Oui, après, alors, il faut la dire- guerre s'est terminée. Oui. L'armistice a été signé en mai. Oui. Et l'armistice a eu le temps d'être signé. C'est pour ça que j'ai voulu, mais dire à Antoine tout de suite, éviter de dire que je suis ancien combattant. Je ne suis pas ancien combattant. Parce que pour être ancien combattant, il faut avoir appartenu à D'accord. oui, un machin de combat. Combattu, oui. Combattu pendant 90 jours. Au moins. Au moins 90 jours. On ne réunit pas ces conditions, c'est pas de notre faute, mais on ne réunit pas. Évidemment, bon, on a regretté sincèrement et pendant longtemps d'avoir pas pris une part active à la guerre parce qu'on considère que même on a une dette envers la France. On a été formé, on a cassé des avions, moi je n'ai pas cassé un seul, j'ai un atterrissage sur le ventre. J'étais obligé. J'ai éclaté au décollage sur P40, Curtis P40. J'ai la photo d'ailleurs. L'avion sur le cul. Eh ben, j'ai éclaté au décollage. Et comme j'avais suffisamment de vitesse pour décoller, au lieu de continuer à rouler, j'ai arraché l'avion. Mais il y a un circuit d'huile, une machine hydraulique. Il était touché. L'huile a fui par une machine. Quand le choc fait, c'est comme une voiture. Quand ça éclate, on sent que ça roule sur la jambe. J'ai senti un côté. J'ai soulevé, j'ai décollé. L'huile était partie, le liquide, ce qui fait que l'avion n'avait pas de pression pour entrer le train complètement. Un train qui n'était pas endommagé, c'est rentré, mais l'autre est resté comme ça à 45 degrés. Alors c'était un vol en patrouille ce jour-là. Quand je rejoins un chef de patrouille, il me fait. Il fait des petits signaux. Oui, parce qu'on ne peut pas voir sous l'avion. Mais on a des voyants. On a des voyants à l'intérieur. Ouais. Il y a 2 voyants. Ils montent comme ça quand le train rentre. On voit le train qui rentre. Ouais, On ne peut pas d'accord. voir. On voit ça. D'accord. C'est les voyants. Il y a un qui était resté à mi-chemin et l'autre était en place. Donc le train qui n'était pas rentré, il est resté à 45 degrés comme ça. Mais il fallait atterrir. Alors je demande la piste, je demande à atterrir. Des consignes pour atterrir. Il y a ma boule là, qui était au contrôle, un cinglé, un plaisantin, je ne sais pas quoi. Il me répond, c'est quoi? J'ai dit, j'ai un problème, le train ne sort pas, j'ai fait l'acrobatie, tout pour sauver Borati. Avec le poids du train s'est tombé, il n'est pas sorti. J'ai dit, donnez-moi les consignes pour poser l'avion. Ce abruti me dit sauter en parachute. Ah! Alors, pour un pneu qui a éclaté, je vais sauter en parachute. J'ai répondu texte, je m'excuse, auprès de Marie-Belle surtout. J'ai répondu texte. J'aurai le feu aux couilles que je ramènerai à l'avion. Donnez-moi la piste de secours. Non, mais texto. Hein. Mais c'est peut-être répéter tout ça? Oui, J'aurai quoi? J'aurai le feu aux couilles que je ramènerai à l'avion. Donnez-moi la piste de secours. Le type, je ne sais pas qui c'était. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas, j'ai pas su. Alors, il m'a donné la piste de secours. Alors, il me donnait des choses dont je n'avais pas besoin. Il me dit le vent, telle direction. Il me dit je vois la manche. Moi, il faut couper. À quel moment il faut mettre en vol plein nez. Alors là, mais ils ont entendu, j'étais environ 50 mètres quand ils m'ont envoyé. J'ai fait ma présentation et tout. Environ 50 mètres. Ils m'ont donné les consignes, fermer l'essence, ceci, cela, consignes d'atterrissage. Et je me suis posé, mais alors là,
nous avions un système d'atterrissage qui était strictement à respecter. L'avion se posait sur 3 points. L'atterrissage réussi. Le dos avant que la roulette arrière. Il faut qu'il se pose sur 3 points ensemble. L'atterrissage est réussi comme ça. Autrement, il est raté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une roue qui ne sort pas. Il fallait poser l'avion sur la... Sur 2 roues, oui. Non, sur la roulette de coque. Le nez en l'air. D'accord. C'est pas facile. Ouais. Le nez en l'air, il a posé sur le cul. D'accord. Je parle français. Oui, non, il n'y a pas de souci, cette minute. Oui, alors c'est comme ça. Et puis, mais il s'est posé sur l'arrière, et puis il s'est rabattu comme ça. Oh là là, il fallait voir la poussière qui m'entourait, on ne voyait pas l'avion. Alors, moi, quand j'ai commencé à lever l'ambulance, les pompiers, le commandant de l'école, c'était l'école de chasse, c'était Picaron, le commandant de l'école, et puis les quelques camarades qui étaient là, qui sont venus assister à ça. Et puis alors, l'habitacle s'est fermé sur moi comme ça. Parce que la consigne, on doit ouvrir pour atterrir. C'était ouvert, mais il s'est refermé avec le choc. D'accord. Et puis verrouillé. J'étais prisonnier là-dedans. Quand j'ai vu, une fois les illustrations, j'ai vu une belle infirmière. Et non, mais Vous avez toujours eu l'œil, hein, il me semble. non, mais elle était debout sur l'aile, et puis elle essayait de forcer pour ouvrir l'habitacle. Elle a réussi à l'ouvrir d'ailleurs, puis elle a tendu la main, puis elle m'a fait sortir. C'est descendu. Eh bien, vous ne me croirez pas, hein, j'ai pas eu peur du tout. C'est quand je suis touché Le sol. le sol, mes jambes ont commencé à faire ça. À ce moment-là, À trembler. est-ce que c'est la peur, quelque chose de rétrospectif? Je ne sais pas, à ce moment. Voilà comment c'était un D'accord. message forcé. Mais enfin, rapproche-toi de nous pour qu'on puisse essayer de nous avoir les trois. C'était une chose importante, parce qu'en école de chasse, on n'avait pas appris des choses comme ça. Ça s'est bien passé. C'est votre instinct qui vous a guidé. Oui, non, mon expérience. L'expérience aussi, oui. Oui. C'était tellement une chose que c'est souligné en rouge sur mon carnet. C'est une chose importante, parce que j'étais un élève. Non. Élève pilote jusqu'au brevet. À partir du moment où on est breveté, on est pilote élève. Je suis pilote des élèves de chasse. D'accord. À ce moment, dans ces conditions que ça m'est arrivé. Eh bien, le souligne en rouge, c'est quelque chose d'important dans mon carnet. D'accord. Alors, votre médaille que vous avez là, qui vous a remis cette médaille? Qu'est-ce que cette médaille signifie d'ailleurs? Ça, c'est les médailles de ce macaron de pilote. On l'a à partir du moment où on est breveté. D'accord. Dès qu'on a le brevet de pilote, on peut porter ça. Ça, c'est pas l'officiel. L'officiel, c'est ma fille qui l'a à Paris. D'accord. C'est Nicole qui a une petite vitrine, elle a ça. L'officiel, c'est marqué mon numéro de brevet derrière. D'accord. Ça, c'est une des élèves de lequel machin? Paul Capel. Paul Capel, qui m'a remis ça. D'accord. Une très belle lettre. Elle m'a dit que ce que j'avais expliqué là, ça avait servi pour un devoir et son professeur était tellement content qu'il l'a félicité. Alors, elle, à son tour, elle me félicite. Je vous félicite. Grâce à vous, vous avez participé grandement. Oui, elle m'a dit ça. Elle m'a offert ça. Voilà. C'est pour ça, pour la première fois, je me porte aujourd'hui pour remercier Antoine d'avoir, c'est pas, signalé quand même à nos compatriotes qu'il y a quand même des Guyanais qui font des choses. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'est pas tous des voyants. Oui, c'est extraordinaire, enfin. Oui, Grâce à toi notamment, qu'on découvre, qu'on continue à découvrir ces Guyanais qui font et qui continuent à faire des choses. Voilà. Hop, Les Guyanais par je rapport réalise pas. aux Antillais et à d'autres composantes de la France. Comment des jeunes sud-américains sont partis, dans quelles conditions? Conditions déplorables, on peut le dire. Pour aller servir une patrie, puisque c'était l'époque où il fallait servir la patrie, rentrent en dissidence avec leurs aînés et vont mourir pour cette patrie. Et lorsqu'ils arrivent au Maroc, ils ne sont pas reconnus. On les met dans une sorte de voie de garage et il a fallu qu'ils se battent pour se faire reconnaître, exister et arriver au terme de ce qu'ils Et ce racisme, c'était très bien raconté par président et qui finalement, en allant dans les plus grands groupes militaires, notamment le bataillon de Normandie-Liémen, très réputé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ils reviennent au pays
et continuer à vivre normalement. Et grâce à ce livre, Pilote de l'Empire, a expliqué avec force et détail ce qui s'est passé et les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés pour pouvoir défendre leur juste cause. Parce qu'Auguste Plenel se sent profondément, jusqu'au dernier trait, il l'a dit, pas dit autre chose, guyanais. Et tant qu'il pourra témoigner, ça sera important pour la Guyane et les jeunes générations qui arrivent et qui n'ont pas connu cette période, qu'il vient d'expliquer avec une fidélité de mémoire extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il est important. Si tu avais vérifié ça. Ah non, il n'y a aucune défaillance. Vous avez vu, il n'y a eu aucune Tout défaillance. à fait, oui. Il était important que Radio Pays prenne l'initiative de l'interroger aujourd'hui et de partager. Malheureusement, et on n'a pas pu recevoir d'appel sur les conditions. Oui, les conditions de ne permettaient. permettent pas, puisque nous ne sommes pas dans le studio. Mais je pense que beaucoup d'auditeurs et auditrices ont pu écouter ces 30 pages de l'histoire de la Guyane et de nos compatriotes, parce qu'il a signalé, il a cité un certain nombre de ses compatriotes. Jean Lufat, avec qui j'ai été conseiller municipal pendant des années, un grand monsieur. Ernest Epailly. Un jeune était bombardier. Voilà, bombardier. Ernest Epailly, qui était directeur pendant longtemps des services techniques à la mairie, un monsieur d'une grande intégrité professionnelle, il parlait de Jean Latidine et de bien d'autres encore. Aujourd'hui, c'est un grand moment que nous vivons avec cette page d'histoire retracée, relayée par Radio Pays. Effectivement, Dan, encore une fois, grand merci à M. Plenel. Merci à Pedro qui assure la technique au niveau du Facebook Live. Moi, je suis toujours impressionné et je le reste encore et je le maintiens en disant qu'il est vraiment nécessaire que nous fassions connaître des personnalités, des personnages comme M. Plenel, parce que nous voyons bien que cette jeunesse est en perte de repères. Et je pense que aujourd'hui, des personnes comme M. Plenel et tant d'autres dont on a parlé déjà devraient servir de repères, parce que je pense quelque part que nous ne connaissons pas notre valeur. Nous ne connaissons vraiment pas notre valeur. Si je peux encore rajouter, on a l'impression, au moment où vous êtes en train de faire l'interview, que M. Plenel est enthousiaste. Comme au premier jour, on a l'impression qu'il s'apprête à partir combattre. Mais j'ai demandé, oui, parce que là, j'aide un petit peu le service national à l'heure actuelle, et c'est à ce titre que je fais des interventions comme ça de temps en temps quand ils reçoivent des élèves de l'école ou du lycée. Cette petite qui m'a offert ça d'ailleurs, c'était Paul Capel, elle me dit, on le fait de temps en temps. Eh bien, j'aime bien le faire parce que, comme tous les autres camarades, mon souhait serait qu'il y ait d'autres Guyanais, des Guyanais qui assurent la relève des pilotes de l'Empire. C'est moi qui les ai appelés pilotes de l'Empire par comment dire, ça découle, d'après moi, de la section impériale. Et puis de l'Empire colonial. Impérial, pilote de l'Empire, tout ça, ça s'assemble. Voilà. Mais notre rêve, c'est qu'il y ait des pilotes, des jeunes qui prennent la relève des pilotes de l'Empire. Parce que c'est une fierté, moi je suis fier de ça. Évidemment, on ne peut pas le crier sur les toits. Mais quand une occasion comme ça qui m'est offerte d'en parler, je suis content de le faire. Parce que ceux qui sont là-haut, moi je suis le dernier, ils sont tous partis. Ceux qui sont là-haut, je sais, ils me suivent. Mais ils doivent être contents de m'entendre aujourd'hui, des occasions comme ça. Je peux vous taquiner, M. Plenel? Oui, toujours. Et celles qui sont là aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Monsieur Plenel, il y a prescription aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il y a prescription, il y a prescription. Non, mais c'est vrai, non, mais qu'il y ait d'autres jeunes Guyanais pour la relève, j'aurais aimé parce qu'on a brisé une citadelle. On a brisé une citadelle. Mais s'ils ne rentrent pas dedans, il va se prostituer. Parce qu'on n'est pas encore à l'abri, hein. On n'est pas encore à l'abri, hein. Oui, c'est un combat qui continue, hélas. Hélas. Voilà. Mais là, je ne sais pas si. Il n'y a pas de réponse par cette fille, mais SU machin en aéroclub. De toute manière, M. Plenel, je pense que je viendrai vous voir parce que il y a beaucoup de questions que j'aurais aimé vous poser pendant cette période. J'aime bien discuter comme ça. Hein. Oui. Je suis obligé de me surveiller parce qu'il y a des micros là. mais j'aime bien les conversations à bâton rompu comme ça, ça me plaît. Dès qu'on parle d'avion, je suis content. D'ailleurs, vous savez, je leur ai demandé, je ne t'ai pas dit Antoine, je leur ai demandé un vol. Un vol. Je sais qu'ils ont démarché. D'ailleurs, on m'a fait passer la visite médicale déjà d'ailleurs.
J'ai passé, mon cœur est en état. J'attends. Tu es prêt à... Oui, j'ai demandé. Prêt à revoler. Oui, j'ai demandé au service national le dossier et j'attends la réponse de Paris. Frère, alors là, ça sera un grand jour. Oui, j'ai passé la visite médicale, mon cœur est bon. Les deux médecins, ils ont correspondu avec Serge et tout. Moi, je suis en état de voler. Et j'ai demandé une séance d'acrobatie. Ah, carrément. Oui, j'ai demandé, alors ça, ils sont étudiés. Ils m'ont dit pour le vol, c'est quasiment accordé, mais enfin, L'acrobatie, oui. l'acrobatie, c'est à voir. Évidemment, c'est pas moi qui le ferai. Mais je, Monsieur Plénette, si j'ai, oui, entre nous comme ça, vous laissez dire qui là avec vos acrobaties? moi-même. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est passionnant. plus sérieusement, oui. C'est passionnant. Je crois que le plaisir d'un pilote, vraiment un pilote militaire, c'est l'acrobatie. On ne peut pas savoir comment on se sent libre quand on fait ça. Et puis on fait comme on veut. Il y a des avions qui sont faits pour voler sur le dos d'ailleurs. On voit sur le dos. Le stand, il est fait pour voler sur le dos. Il y a une alimentation sur le dos. Tout est prêt, tout est possible. On est maître de l'avion, on fait ce qu'on veut. On est maître. C'est pas l'avion qui est maître. Il y avait un petit moniteur corse là. Mais qu'est-ce que tu fais, moi, putain de pilote? Qu'est-ce que tu me fais là? C'est pas l'avion qui te mène, c'est toi qui mènes l'avion. Oh putain de pilote, va. C'est un Corse. Avec l'accent et tout. C'est un Corse. Oui, alors des souvenirs comme ça, c'est Des bons souvenirs. Ouais. Moi, il m'arrive, des fois, la nuit, j'ai pas sommeil. Je reprends mon livre, je lis des passages. C'est une grande satisfaction. On peut le retrouver où ce livre d'ailleurs, monsieur Plénette? Chez l'éditeur. Mais là, c'est plus. Ibis Rouge, ouais. Non, on peut le commander sur Amazon. J'en ai. Joël m'a envoyé 10 autres. Non, je vais vous donner un tout à l'heure. Si jamais j'en ai pas assez ceux-là, je vais vérifier. Tu veux un petit coup d'œil pour moi, Marie-Beth, s'il te plaît? Dans mon tiroir de bureau. Ouais, il y a même des S'il te photos. plaît. Ah oui. Hein, tu regardes Il y a un nouvel éditeur. Hein. Pardon? Oui, non, c'est le machin, l'édition du Panthéon. Voilà, les éditions du Panthéon. D'accord. D'abord, Ibis Rouge et ensuite... Il m'en manquait. On va faire un gros Il m'en plan. manquait, il y a des gens qui me demandaient, il m'en manquait, alors j'ai pas Joël commander ça. Et il y a une demande en plus encore qui est en cours maintenant pour 10 autres exemplaires. Voilà, c'est... Oui, alors Mais ça peut se retrouver, il suffit d'aller sur Amazon et D'accord, chercher Pilote de l'Empire. Alors, je ne sais pas si Gilles est à l'écoute, je crois que j'ai même un petit peu dépassé l'heure, Gilles. Ben écoute, Ouais, t'as pris un seul, il y a un seul. D'accord. exactement Gilles. Monsieur Plénette, il gagne à être connu, voilà, il faut en profiter. Merci Antoine, oui, bien sûr Antoine. Alors je ne sais pas la prochaine personne ce sera qui, mais on va en discuter avec Antoine. Mais je pense que ce sont des personnes référentes dans notre société guyanaise et ces personnes gagnent à être connues par le plus grand nombre. Pourquoi Gilles? Parce que ça crée des repères. Et puis bien sûr, j'aime bien dire, ça peut nous redonner confiance en nous parce que nous sommes tellement durs entre nous-mêmes les Guyanais, nous sommes tellement tout le temps dans l'autoflagellation, pensant que nous n'avons pas de valeur, que nous sommes des moins que rien. Et quand on voit le parcours de M. Plénette avec d'autres Guyanais, comment il a dû combattre ce corps d'élite qui voulait rester blanche et qui eux-mêmes ont combattu pour être des pilotes, franchement, ça méritait d'être reçu, d'être entendu aujourd'hui, Gilles. Alors Gilles, le grand forum, c'est dans quelques instants. Débat. Monsieur Plénette, merci. Un petit au revoir. Merci Monsieur Plénette. Un petit au revoir, s'il vous plaît. Ah non, on reviendra vous voir. On reviendra vous voir. Forcément, mais là, je dois vraiment passer l'antenne. Ben oui, Gilles. Alors Gilles, aujourd'hui, le grand forum, on reçoit qui? Pardon? Tu voulais rajouter juste une phrase? Non, je voulais rajouter, ou bien, je ne sais pas, peut-être attendre quelques jours. M. Joël va m'envoyer 10 autres. Oui, mais t'inquiète. Pas de souci, Monsieur Plénette. On reviendra vers vous et Antoine me tiendra informé. Oui. Gilles, débat politique encore aujourd'hui. Première circonscription, je crois, ou deuxième, je ne sais plus. Ah oui, c'est celui que l'aviation, c'est extraordinaire. Je me rappelle que l'on m'avait dit à un moment, on t'a pas fait la guerre? Il ne voulait pas croire. J'ai dit non, j'ai compris maintenant. C'est pour ça. Tout à fait, oui. Cette bravoure, oui. Mais oui. Oui. Ouais.
Très bien. À monter. Voilà, Gilles. Merci beaucoup en tout cas. Alors, débat avec qui, Gilles? D'accord. Quant à moi, je remercie les auditeurs. Rendez-vous même demain même heure pour un autre Allo Pays. Remercier encore une fois Monsieur Plenette. Remercier Pedro qui était à la technique. Et remercier bien sûr notre historien Antoine Karam. Voilà Gilles, je te rends l'antenne. Voilà, et on termine donc ce Facebook Live, surtout sur ce livre de Monsieur Auguste Robert Plenette, Pilote de l'Empire. Vous allez pouvoir en savoir davantage. Merci à tous d'avoir été connectés. Merci beaucoup donc à toute l'équipe et on se retrouve très très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.